Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous êtes bien installés, je vois. On va commencer. Aujourd'hui, je me présente, Anne-Aurélie Duval. Je travaille dans l'entreprise Prova, spécialiste des arômes, spécialiste des extraits aussi, arômes bruns. Aujourd'hui, on va vous parler surtout du développement durable. En général, qu'est-ce que c'est le développement durable? C'est un thème qui revient souvent, qui est mis en avant aussi de plus en plus. Et on va surtout rentrer un petit peu dans la chaîne d'approvisionnement du planteur au produit. On va commencer par les matières premières durables. Voilà, qu'est-ce que c'est? Du bon pour la planète, l'environnement, les communautés. Et pour ensuite terminer sur la partie plutôt consommation et tendance. Qu'est-ce que dit le marché? Qu'est-ce que ça veut dire aussi dans les futures années au niveau du durable dans l'agroalimentaire? Hop. C'est bon. Alors du coup, pour donner une petite idée de la cartographie générale de ce qu'est le développement durable, le développement durable inclut pas mal de sujets, des sujets qui reviennent aussi, surtout dans l'actualité en ce moment. La partie plutôt sociale, donc la partie sociale, on parle surtout d'insertion, de la santé des populations par exemple, une partie très économique qui est mise en avant notamment au niveau agroalimentaire dans tout ce qui est certification, on va y revenir, donc c'est tout ce qui est aussi innovation, recherche, la partie équitable, qu'est-ce que veut dire l'équitable pour le planteur, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour le consommateur fini. Et final, ensuite, qu'est-ce qui est viable? Quand on parle de développement durable, il faut que ça reste viable, sinon ça ne marche pas. Vivable, et bien sûr, tout ce qui est environnement. Les parties environnementales, tous ces sujets-là reviennent aussi, notamment après la COP qui s'est passée il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que le durable? En général, quand on parle de durable, on parle de trois choses. En anglais, ce sont les 3 P qui sont mis en avant. People, planet et profit, donc personne, l'environnement et le profit. Quand on parle de durable aussi, on parle beaucoup d'équitable. C'est dans l'agroalimentaire que souvent l'amalgame est fait. En fait, ce n'est pas forcément un amalgame parce que l'équitable fait partie du durable. L'équitable prend en compte surtout 2 des 3 piliers, on va dire, la partie plutôt personne et la partie profit. À garder en tête. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, quand on parle de sustainable, donc du durable en général, on parle surtout d'un point d'intérêt principal qui est l'équilibre parfait entre ces 3 piliers. Encore une fois, people, planet, profit. C'est vraiment important. L'objectif principal du durable, c'est vraiment la sauvegarde de l'environnement par des pratiques préventives. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour être sûr que l'environnement va être préservé de par nos pratiques, que ce soit nos pratiques, nous, en tant que consommateurs final, ou plutôt du côté des planteurs. Donc voilà, donc c'est vraiment essayer de garder un petit peu cet équilibre parfait entre la planète, le profit et les personnes. Ce qui est important de noter, et c'est aussi une grande question qu'on se pose, c'est que le durable n'a pas de certification. On ne peut pas dire qu'il y a un logo qui existe pour « OK, le durable égale ce logo-ci ». Ça n'existe pas. Et c'est quelque chose qui est mis en avant beaucoup au niveau de l'agroalimentaire. Certaines personnes, certaines entreprises en jouent. Qu'est-ce que le durable pour une entreprise ne sera pas la même définition qu'une autre entreprise donnera au mot durable et aux pratiques qui vont avec. Ensuite, pour la partie équitable, donc fair trade, dont on entend aussi beaucoup parler de plus en plus, ce qui est important, c'est que le point d'intérêt premier est de garder l'échange commercial qui soit vraiment équitable tout au long de la chaîne de valeur. Donc que ce soit au début de la chaîne, le planteur, le cultivateur, jusqu'au bout, au niveau des consommateurs finaux, pour garantir un niveau de vie qui soit plus élevé pour les producteurs et pour aussi essayer de réduire leur vulnérabilité en règle générale. Du coup, la question qu'on s'est posée, nous, c'est quelles sont les preuves qui existent en matière de matières premières durables et responsables? Quels sont les engagements qu'on voit sur le marché dont on peut compter vraiment sur ces engagements, sur ces preuves? Donc il existe un certain nombre de certifications, vous connaissez tous. Donc on peut parler par exemple du Rainforest Alliance, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Vous pouvez prendre une canette de soda, souvent vous retournez et vous voyez ce genre de logo qui apparaît.
Par exemple, la certification Rainforest Alliance, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on parle de pratiques durables. Qu'est-ce que ça veut dire, les pratiques durables? Déjà, ça concerne une certaine catégorie de produits. On peut parler de certaines matières premières telles que les arbres, voilà, des matières premières qui sont issues de cultures arboricoles, telles que le café, le cacao, le thé aussi, certains fruits aussi, les bananes, l'ananas par exemple, ou des fruits à coque, ou des fleurs coupées aussi également. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des pratiques équitables, qui sont plus du coup reliées à l'échange commercial dont on parlait tout à l'heure, entre le planteur tout au long de la chaîne de valeur pour arriver au produit fini. Donc voilà, certaines matières premières qui sont concernées par ce sujet, le riz, le cacao, la banane, le sucre, etc. Donc souvent des matières premières qui viennent de loin par rapport à la France. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que des certifications existent. Le souci, on va dire, avec ces certifications, c'est qu'elles ne prennent pas en compte ces 3 piliers, les 3 P de la durabilité. Souvent, elles font un focus un peu plus sur soit l'environnement. On peut parler des pratiques Rainforest Alliance. On peut regarder que dans leurs programmes sur le terrain, elles sont surtout avec un focus sur l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la déforestation, par exemple? Et on peut parler ensuite des autres, Fair for Life, par exemple, Fairtrade. Et donc ça, ce qui est pris en compte, c'est surtout la partie profit et la partie people. Donc il manque souvent une dimension aux certifications. Il y a aussi des limites aux certifications, bien sûr. Et donc du coup, pour pallier à ces défaillances, certaines MAC recherchent à aller un petit peu plus loin. C'est ce qu'on appelle en anglais souvent beyond certification. Donc comment aller au-delà des certifications pour pallier au manque, par exemple, sur le terrain, et ce qui manque des aspects sociaux qui ne sont pas pris en compte par les certifications. Nous, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de catégoriser un petit peu les choses. On a voulu parler de la vanille. Moi, je travaille pour une entreprise où la vanille, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre ADN. On travaille dans la vanille depuis 1946. Et donc, ce qui est important de voir là-dessus, donc je vous donne le cas de la vanille, c'est qu'on a la vanille conventionnelle. La vanille conventionnelle, c'est la vanille qui n'a pas de certification, qui n'a pas, du coup, par définition, de traçabilité. Souvent, on sait que la vanille vient, par exemple, de Madagascar, ou elle va venir de Tahiti. Mais on ne pourra pas savoir d'où elle vient exactement. Quelle zone, quel village, quel planteur. Ça, c'est vraiment très, très compliqué sur les produits qu'on appelle conventionnels. Ensuite, on a la partie biologique. Voilà, certification biologique. La certification biologique, par définition, vient avec une traçabilité au planteur. Donc ça, c'est important de le noter. Quand vous achetez un produit certifié biologique, une matière première, on sait d'où elle vient exactement. Certifié par EcoCert. Et ensuite, on a la partie durable, je vais développer un petit peu, avec des certifications durables dont on a déjà parlé tout à l'heure, Fairtrade, Rainforest Alliance, Fair for Life, il y en a d'autres, forcément. Et donc, pour aller plus loin, voilà, c'est ce qu'on disait, il y a certaines marques, pour la vanille par exemple, qui développent des programmes, ce qu'on appelle in-house, donc des programmes un peu en interne. Ces programmes en interne vont aller au-delà, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des certifications, ils peuvent aussi travailler sans certification. Et ce qu'ils vont rajouter sur le terrain, ils vont garantir donc la fameuse traçabilité. Il va y avoir la partie certification, souvent qui est attendue aussi par les consommateurs. Et surtout, il y a la partie action terrain, donc comment pallier un petit peu aux piliers qui manqueraient au niveau du durable. Hop là, ça n'était pas passé. Donc voilà, vous pouvez peut-être un petit peu mieux le voir ici. Donc la dernière partie qu'on a ajoutée sur cette slide-ci, c'est le programme un peu durable in-house dont on parlait. Donc qu'est-ce qu'on met en place au niveau d'une entreprise pour aller un petit peu au-delà du manquement que présentent certaines certifications. Pour continuer, donc, je vais vous parler l'exemple d'un programme durable d'une marque. Donc dans ce programme durable, il a été développé par l'entreprise avec ces fameuses certifications. Pourquoi inclure ces certifications? Parce que le consommateur final, souvent, a besoin de ces certifications pour se dire « Ok, c'est du durable ». Donc voilà, le client a le choix. Est-ce qu'il veut une certification bio, une certification Rainforest Alliance, une certification Fairtrade, les 3, une des 2, enfin 2 des 3, etc. Et en fait, le but, c'est d'aller plus loin. Donc nous, ce qu'on a développé, par exemple, c'est ce qu'on appelle un cadre logique. Donc c'est vraiment un déroulé avec 62 indicateurs clés de performance, avec des grosses thématiques qui vont être travaillées sur le terrain, qui ne sont pas forcément travaillées en détail avec les certifications.
Donc il y a la partie agronomique, on va aller former les planteurs pour garder les bonnes méthodes traditionnelles de culture, par exemple, quelque chose qui se perd avec le temps, avec les mauvaises pratiques qui sont mises en place. On a la partie économique qui est souvent vue, par exemple, par la certification Fairtrade, mais elle n'est pas vue en détail, elle n'est pas vue tout au long de l'année. Il faut un peu cocher des cases pour une certification, sauf que là, on essaye d'accompagner les planteurs toute l'année avec une équipe sur place qui ne fait que ça. Donc l'économie, c'est apporter une juste rémunération, ce qu'on appelle le living income, le prix de base aussi, essayer d'aller au-delà. Et surtout accompagner les planteurs sur le management de la finance. Ça veut dire quoi, mettre de l'argent de côté, par exemple. On a la partie communautaire qui est très, très, très développée dans ce genre de programme aussi. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner, par exemple, les gouvernements. On travaille dans des pays qui sont loin, qui des fois sont corrompus aussi. Donc comment appuyer les communautés pour aller plus loin. Donc ça, on va en parler un petit peu tout à l'heure aussi en détail. Et il y a la partie environnementale. On sait, voilà, Rainforest Alliance appuie beaucoup sur la partie environnementale au niveau des certifications. Mais encore une fois, vu que c'est une certification, on coche des cases et souvent, ce n'est pas assez abouti. Et ce n'est pas non plus sur le long terme, une fois que la certification se retire du terrain, par exemple. Donc là, ça peut être voilà, accompagnement sur la déforestation, la perte de biodiversité, replantation, etc. Cette slide-ci, en fait, on a voulu vraiment montrer que dans ce genre de programme, avec un programme de marque, un programme durable sur la vanille, on peut rentrer et apporter des nouvelles dimensions. Donc il y a la fameuse dimension économique dont on parlait, avec l'approche directe au planteur. On ne passe pas par des intermédiaires. Dans la chaîne de valeur, ça fait une vraie différence. Ça veut dire que le planteur aura aussi plus d'argent dans sa poche à la fin, sur la matière première. Les parcelles de vanille, la vanille coûte cher. La vanille, c'est la deuxième épice la plus chère au monde et du coup, elles ont besoin vraiment d'être sécurisées. Donc voilà, c'est l'appui à tout ça, avec une traçabilité totale, transparente, qui passe aussi par la certification biologique. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et on accompagne aussi, par exemple, sur la diversification. Les planteurs de vanille gagnent de l'argent grâce à la vanille. C'est très bien. Sauf que la vanille a une période de soudure. Une période de soudure, c'est une période, souvent en début d'année, par exemple de février au mois de juin, où la campagne de vanille, donc la période où ils peuvent vendre de la vanille, est fermée. Du coup, ils ont pu vraiment... souvent, ils n'ont pas réussi à mettre beaucoup d'argent de côté. Donc, c'est le moment où ils sont un petit peu en train de galérer à mettre de l'argent de côté ou alors à juste avoir de l'argent pour vivre tous les jours. Donc, du coup, voilà, dans ce programme, nous, on a décidé de se lancer dans la diversification des cultures. On va permettre aux planteurs de vanille de se lancer dans la culture du cacao, par exemple, pour gagner de l'argent pendant l'année. Pour essayer en tout cas de pallier à cette période de soudure. Ensuite, il y a la dimension sociale dont on parlait tout à l'heure, avec l'accompagnant notamment à l'éducation. On peut parler de Madagascar. Madagascar qui fait partie du top 5 des pays les plus corrompus. Madagascar, le gouvernement a du mal à accompagner l'éducation, les écoles, les professeurs. Moi, je rentre, hier j'ai atterri de Madagascar. J'ai pris un petit peu de bronzage, on dirait peut-être pas, mais voilà, j'ai atterri hier et je suis retournée sur le terrain. Moi, je suis en charge, responsable RSE, en charge de ces programmes qu'on met en place. Et du coup, j'ai vraiment pu le voir que la dimension sociale, encore une fois, ça faisait 2 ans que je n'avais pas pu retourner sur le terrain à cause de la Covid. Et on voit que la Covid a eu un effet aussi. Donc le gouvernement n'a pas réussi à continuer à pallier. Donc nous, notre programme, ça c'est un des exemples qu'on vous donne, a pu aider. Donc par exemple, au début de l'année scolaire, on distribue des kits scolaires pour être sûr que chacun des enfants des planteurs qu'on accompagne ont les moyens d'aller à l'école. On forme aussi les professeurs. Les professeurs sont payés 5 € par mois là-bas, sachant que le salaire moyen est 200 € par mois. Et du coup, le gouvernement n'arrive simplement pas à les payer. Donc comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour les former, sachant que la langue pour donner les cours à l'école est le français, et que souvent les professeurs ne parlent pas français. Donc on voit qu'il y a aussi un gros décalage. Donc on accompagne à tout ça, on a développé une bibliothèque aussi sur place, sur le terrain. On réhabilite forcément aussi les écoles, on les aide aussi à avoir les moyens de se développer, à avoir de l'énergie, l'électricité, etc. Donc c'est vraiment des choses qui paraissent un peu basiques, mais finalement sur le terrain on voit vraiment un besoin. On accompagne aussi à d'autres choses qui aident la communauté, pas juste les planteurs, mais la communauté en général. Tout ce qui est santé, nutrition, distribution de cantines scolaires pour les enfants. C'est la farine qui s'appelle la farine Koba, qui est la farine enrichie. L'accès à l'eau potable avec construction ou réhabilitation de puits, de tanks, de pompes à eau aussi et des châteaux d'eau. Et donc en fait, la dimension économique et la dimension sociale amènent une croissance inclusive.
Et ensuite, on a la partie environnementale dont on parlait. Donc voilà, comment être sûr qu'ils suivent bien les bonnes pratiques agricoles, les bonnes pratiques de préparation aussi de la matière première. Si on ne prépare pas bien la vanille, ben, elle ne va pas être vendue ou alors elle va être vendue à un prix qui est très bas. Et ensuite, on a aussi l'accompagnement, la sensibilisation sur l'environnement. On fait des jardins scolaires. On appuie aussi à la replantation d'arbres endémiques quand il y a besoin. Et donc voilà, on voit aussi une tendance un petit peu de croissance verte sur ces piliers-là qui se recoupent. Voilà, pour un petit peu donner une image un peu globale de ce qui peut être fait par une marque pour un programme durable. Donc on offre donc une traçabilité des lots de gousses, c'est important, traçabilité jusqu'au planteur, une transparence de la chaîne de valeur, ils ont accès à toutes les étapes de la chaîne de valeur, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est ça qui est super important encore une fois pour que le planteur puisse toucher autant d'argent que possible dans sa poche. Il y a un audit interne parce que ce qu'on dit c'est top, mais ce qu'il faut être sûr c'est que ce qu'on dit c'est vraiment ce qu'on fait sur le terrain. Donc ça aussi c'est important d'apporter les preuves. Les clients ont besoin de voir que ce qu'on dit est fait. On a bien sûr la suivi d'indicateurs clés de performance, j'en ai parlé, on en a développé 62 par exemple sur le programme. Par exemple c'est le taux d'enfants qui sont scolarisés. S'ils ne sont pas scolarisés, par exemple il y a 2 ans on arrive à 98,5%, pourquoi est-ce qu'on n'est pas à 100%? Et quelles sont les actions qu'on développe derrière? Donc ça, c'est aussi très important. Voilà, des engagements concrets sur le terrain, on les a un petit peu détaillés. Ils ont accès forcément à savoir des photos du terrain, qu'est-ce qui a été fait cette année, qu'est-ce qui sera fait l'année prochaine, pourquoi est-ce qu'il y a un besoin. Les clients peuvent bien sûr venir sur les terrains, mais ceux qui ne le peuvent pas, au moins, peuvent avoir un suivi là-dessus. Et la certification biologique. Après, bien sûr, il y a d'autres certifications, on en a parlé, qui sont disponibles pour les clients qui ont besoin de prouver à leur consommateur final qu'ils ont aussi d'autres certifications, Fairtrade, Red Forest Alliance. Il est possible aussi de faire d'autres types d'audits aussi sur le terrain, etc. Voilà, on a fait un petit tableau pour simplifier aussi, d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est important d'aller un petit peu beyond certification, donc au-delà des certifications, parce qu'on a, pour la vanille encore une fois, répertorier dans ces tableaux les manquements qui existent. Donc voilà, par exemple, la certification biologique, c'est top pour l'environnement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intrants, il n'y a pas de pesticides, mais il n'y a pas de prix minimum qui est donné pour la vanille aux planteurs sur la biologique. Souvent, on l'achète un petit peu plus cher, mais des fois, non. Voilà, donc on a parlé un petit peu de tout ça. Aussi au niveau du Red Forest Alliance qui est mis en avant, c'est la partie environnementale. Ils donnent des formations aux planteurs sur voilà, comment gérer pour pas qu'il y ait de contamination croisée, pour pas qu'il y ait de permétrine. Vous savez, c'est la matière qu'on a sur les moustiquaires qui se retrouve sur les gousses, par exemple. Ça, c'est la contamination chimique. C'est vraiment à proscrire. Et on a vu ces dernières années qu'il y a eu des mauvaises pratiques. Et du coup, on a retrouvé de la permétrine, en effet, dans nos gousses. Et donc, le but, c'est que toutes ces croix, là, les croix rouges qu'on voit pour toute certification, le Fairtrade, la Fair for Life, c'est d'aller au-delà. Donc voilà, ce qu'on apporte avec un programme durable de marque, c'est qu'on coche les cases au niveau de la certification, mais qu'on va au-delà. On a des équipes locales sur place toute l'année. Du coup, on a de l'information sur le terrain qui vient directement. On a juste besoin de les appeler ou d'aller sur le terrain, comme j'ai eu la chance de pouvoir faire. Donc, on a des gens qui vérifient sur le terrain qu'est-ce qui se passe. Parce que sinon, pour une certification, il suffit juste d'un audit annuel par an pour voir si toutes les cases sont cochées. Donc, il y a des questions à se poser aussi sur cette manière de fonctionner. Voilà. Ensuite, au niveau du suivi du terrain, toutes les activités qui sont développées sur place, le fait qu'on ait des gens sur place qui soient dédiés à ce genre de développement de projet, ça nous aide aussi pour le suivi et pour être sûr que ce qu'on dit, c'est vraiment ce qu'on fait. La deuxième partie de cette présentation, c'est aussi pour montrer que de plus en plus, en fait, on se pose les bonnes questions. En tout cas, les jeunes générations commencent aussi à se poser les bonnes questions au niveau de sa consommation. La consommation, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on cherche du sens, finalement, dans nos produits? Donc, en fait, ce qui est important, c'est qu'il y a un contexte en ce moment qui se développe, on le voit de plus en plus, qui favorise cette quête de sens, de recherche de sens. Donc voilà, il y a une prise en compte de plus en plus importante des sujets liés à la santé. On l'a vu lors de la Covid aussi. Quand on mange quelque chose qui nous fait du bien au corps, on se dit bon ok, c'est plutôt pas mal. Donc c'est vraiment les questions qu'on se pose. Il y a une médiatisation aussi qui a été plus grande sur les sujets qui sont liés à l'environnement, qui deviennent tangibles et qui créent en effet une certaine éco-anxiété. Donc les gens se posent des questions sur mince, j'ai l'impression que le sujet m'échappe, qu'est-ce que je vais pouvoir faire à mon échelle pour pouvoir contribuer au développement plutôt positif de ce sujet-là.
des exemples. Donc on a l'agenda 2030 qui est sorti, la taxonomie européenne, la décarbonation, c'est vraiment des sujets qui sont très tangibles. La pollution, les pénuries en général, ce sont des sujets qui reviennent et qui vont dans ce sens-là. On a aussi un développement réglementaire qui est de plus en plus présent, qui est de plus en plus pointu et accentué au niveau déjà du gouvernement, au niveau des certifications, mais aussi au niveau des entreprises de manière individuelle. Donc on a aussi l'éco-score, vous connaissez, sur les produits A, B, C, D, etc. La loi Egalim, et on a aussi toute une partie un peu lobbyiste avec le développement de certaines applications comme Yuka, pour voir ce qui se passe au fond sur la liste d'ingrédients, notamment des produits. Et tout ça se traduit par des méga tendances de consommation alimentaire avec une recherche de produits qui sont bons pour l'environnement, good for the planet, et bons pour soi-même. Voilà. Parfait. On voit aussi en général une demande pour des produits durables qui se développe énormément. Voilà, les gens sont soucieux de l'impact de leur choix sur leur bien-être. Et sur la planète. Les consommateurs exigent de plus en plus de produits naturels qui sont constitués d'une liste d'ingrédients qui est plus simple, qui est réduite, qui est compréhensible aussi. Voilà, parler de conservateurs, par exemple, ça devient un peu plus tabou ou en tout cas compliqué. Il faut qu'on arrive à passer un petit peu au-dessus. Les gens, en général, estiment que ce qui est bon pour leur corps aussi est bon pour l'environnement. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens peuvent maintenant s'informer en ligne. Il y a beaucoup d'informations. Et voilà, il y a une sorte d'accès à l'information qui se démocratise énormément. Ensuite, on sait que les consommateurs sont de plus en plus soucieux d'adopter une alimentation saine, c'est ce qu'on disait, hein, la santé est aussi mise en avant. Et ils s'intéressent du coup à des aliments qui sont savoureux, qui sont sains et simples à consommer, avec des avantages nutritionnels, notamment la partie protéinée aussi qui est en avant. Il y a aussi des tendances ou alors des régimes alimentaires qui sont aussi de plus en plus développés. On sait que les consommateurs aussi sont de plus en plus en demande de produits locaux. Ça a été aussi accentué pendant la Covid. Hein. Les gens ont pu aussi se poser des questions. Ils ont pu aller aussi plus proche de chez eux, notamment dans les fermes, quand c'était possible, s'approvisionner. Et les consommateurs un peu plus modernes aussi attendent de plus en plus de l'industrie alimentaire, que ce soit industrielle ou non, pour réduire la quantité de ressources utilisées dans la production et la transformation des aliments. Hop. Alors, la question, c'est comment est-ce que ça se répercute aussi sur l'offre qui est donnée sur le marché. Donc, on a bien sûr, on fait beaucoup de recherches sur le marché. Qu'est-ce qui est demandé? On sait que 90% des consommateurs européens attendent aujourd'hui des marques qu'elles s'engagent en faveur du développement durable. C'est énorme, 90%. On sait que 3 consommateurs sur 4 attendent ou s'attendent à ce que les entreprises investissent dans le développement durable, de manière générale aussi. Et en février 2020, donc il y a juste 2 ans, il y a une étude européenne qui a été menée par Opinionway qui est sortie, qui montrait que 90% des consommateurs européens, donc européens, sur la tendance mondiale, on était autour de 75%, ils attendent aujourd'hui que des marques qu'elles s'engagent résolument en faveur du développement durable. Encore une fois, ce sont des chiffres qui parlent. Donc on parle de 90% européen, mais 75% mondial. Donc c'est quand même énorme. En général, on voit une attitude du consommateur qui évolue naturellement. Voilà, en conséquence, on voit que 63% des entreprises considèrent que leurs actions en faveur du développement durable et leurs démarches RSE sont dictées directement par le client. Donc ça veut dire que la demande marché est là. Elles sont également 58% à faire de la satisfaction client leur principal indicateur pour mesurer le retour sur investissement, des engagements RSE, parce que oui, le développement durable, ça coûte de l'argent, et sur aussi leurs engagements environnementaux. Et on voit aussi que 83% des entreprises considèrent que le développement durable est une opportunité commerciale à exploiter. En revanche, donc c'est aussi le côté un peu face de la pièce, il y a 69% des consommateurs qui éprouvent aujourd'hui des difficultés à déterminer si, oui ou non, les marques développent vraiment sur le terrain des pratiques qui sont compatibles avec le respect de l'environnement et la préservation du climat. Est-ce que ce qu'elles mettent en avant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vérifiable? Voilà, ce constat suggère que les entreprises doivent se montrer toujours plus volontaires dans leur politique, surtout au niveau de la transparence, au niveau des informations qui sont données, au niveau de la vérification aussi des informations qui sont données. Donc comment est-ce qu'elles font pour montrer que ce qu'elles disent sont ce qu'elles font?
On passe par les certifications et les labels. On en a déjà parlé tout à l'heure. Ce sont vraiment des gages, donc ça engage aussi les marques. Il y a aussi la partie clean label qui est mise en avant de plus en plus. Donc c'est avec une liste d'ingrédients simple, reconnaissable aussi. Donc ça veut dire moins d'additifs naturels, artificiels et plus du coup naturels ou de produits chimiques synthétiques pour offrir ce qu'on appelle un produit clean label. On peut parler aussi de MUT, les marqueurs d'ultra-transformation, qui sont coupés de plus en plus dans les produits finis. Mais aussi d'autres preuves, donc vous l'avez bien compris, on arrive à la fin de cette présentation, mais le but aussi, c'est d'arriver à montrer plus que les certifications, plus que ces preuves qui existent déjà, et de pouvoir montrer que les marques s'engagent autrement, notamment en développant des programmes durables, qui, encore une fois, les audits internes, les audits externes de ces programmes durables sont importants, mais ce qui est vraiment le plus important, c'est la partie transparence et de quand on va sur le terrain, ce qui est dit est fait. Donc ce qui est important, c'est de mettre en place des programmes durables soi-même, si on est une entreprise qui a les moyens de pouvoir le faire, ou alors s'engager au niveau des entreprises qui font déjà ça, qui mettent déjà les moyens, qui mettent des équipes aussi en place pour aller plus loin, avec des partenaires qui font aussi leur part sur ce sujet, ce vaste sujet qu'est le développement durable. Il y a encore beaucoup de choses à faire, les choses commencent à bouger, les consommateurs aussi commencent vraiment à se poser les bonnes questions, c'est ça qui est important. Mais le but aussi, c'est de pouvoir y accéder, d'avoir des produits en effet qui sont plus durables, qui sont plus réfléchis, plus éthiques aussi, et bien sûr plus transparents. Voilà. C'est tout pour cette petite présentation. Donc, encore une fois, ce qui est important, c'est de pouvoir se poser les bonnes questions. Je pense que les nouvelles générations, maintenant, ont les moyens de pouvoir le faire, de s'informer, de pouvoir réfléchir, d'aller un petit peu plus loin qu'un éco-score, par exemple, qui est déjà une super idée pour savoir où est-ce qu'on se place. Mais le but, c'est d'aller un petit peu plus loin. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à venir nous voir. On est là dans le coin et on a aussi l'équipe qui se tient à disposition pour vous. Merci beaucoup.